Merci beaucoup, Joanne. Donc, reconstruire les marges, archives littéraires et environnement numérique. Et en arrière-plan, vous avez un tapuscrit d'Alexandre Chenevert, une partie d'Alexandre Chenevert de Gabriel Leroy, un roman qui a été publié en 1954. Alors, un anniversaire, c'est toujours l'occasion de dresser un bilan. Et je vous rappelle qu'on est ici réunis pour souligner l'anniversaire du NT2 Concordia. Alors, j'ai essayé de faire un parallèle avec ma propre vie et je me suis dit que j'allais faire un brin d'autofiction avec vous avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Alors, le soir où j'ai atteint l'âge de 40 ans, donc je viens de vous révéler un secret quand même ici, alors que j'encaissais plus ou moins bien le fait d'avoir franchi la moitié de ce qui est mon espérance de vie, un grand sage m'a suggéré de songer à des accomplissements dont j'étais fière. Ce qui m'est évidemment venu à l'esprit ce soir-là est l'écrasante victoire que j'ai remportée aux élections à la présidence de ma classe en 4e année du primaire. Que j'ai réussi à parler de Gabriel Leroy et de Bart Simpson dans la même conférence à Victoria en 2013. Et surtout, une autre révélation importante à mon sujet, que j'ai remporté le trophée Cosmos au Satellite Popette en 1984. Alors, dans l'équipe des gens. Le grand sage m'a surtout invité à établir quelques nouveaux objectifs de vie et à identifier quelques défis à relever pour les années à venir. Alors, je me suis empressée de répondre que je souhaitais plus que tout au monde regarder en rafale les 162 épisodes du Temps d'une paix, rassemblés récemment sur DVD par Radio-Canada. Mission déjà accomplie, by the way. Que je voulais désespérément aller en Antarctique, mais pourquoi donc? Que je devais écrire au moins un article en mandarin d'ici la fin de ma carrière universitaire et de manière plus réaliste, que je verrais à ne plus préparer mes communications à la dernière minute et à ne plus jamais participer à une dizaine de colloques en 4 mois. Trêve de plaisanterie. L'anniversaire du NT2 Concordia, bien entendu, invite aussi à faire un bilan. Et je prends quelques minutes de cette présentation pour tracer un tel bilan parce que je pense qu'on peut être très fier de tout ce que l'équipe du labo a accompli au cours des dernières années, beaucoup plus que de mes propres exploits. Alors, au cours des dernières années, je profite notamment de la présence de Robin, qui était membre de notre équipe médiatique, ici cet après-midi, ainsi que de Daniel, le directeur médiatique du labo, pour rappeler la réalisation de différents projets. L'Afrique fait son cinéma, qui est une base de données sur le cinéma africain par Françoise Nodillon. La traduction en revue, une base de données préparée par Natalia Teplova et son équipe. Un webdoc préparé par Geneviève Sicotte. Est-ce qu'elle est encore ici, Geneviève? Non. Donc, un webdoc préparé par Geneviève Sicotte sur les ventes de garage qui s'intitule « D'autres vies ». L'Observatoire du discours financier en traduction par Pierre-Pascal Boulanger et également Miss Guide to Himalayan Garden, donc une application mobile préparée par Jill Deder qui permet de visiter le jardin himalayen au Jardin botanique de Montréal. Alors, ça me conduit évidemment à retourner au tout début du projet Hyperroi, vers 2008, alors que je rencontrais tout timidement Daniel pour lui demander conseil pour l'élaboration d'une éventuelle plateforme, et à revenir sur ce qui a motivé la mise sur pied de ce projet-là, et de réfléchir dans le cadre du colloque à la manière dont les archives de Gabriel Leroy ont été mises à profit au cours des dernières années, afin d'être redonnées au public. L'archive, on le sait, est à la fois un document historique, c'est le témoin d'une époque, c'est aussi une forme d'information, des traces de l'élaboration d'une œuvre. Elle se présente sous la forme, on l'a vu aujourd'hui, de documents journalistiques, de documents audiovisuels, de documents sonores, de vidéos, d'images, de photos, d'œuvres d'art, d'objets, de carnets, d'ébauches, de plans. Le tout conservé tantôt par des particuliers, tantôt par des institutions publiques ou des organismes privés. Dans le premier cas, le plus souvent, plus ou moins bien classé. Dans le second, organisé par les soins bienveillants d'un archiviste. Le rassemblement, puis le classement en un lieu de conservation publique, comme une bibliothèque par exemple, implique inévitablement un processus de reconstruction. Mais la reconstruction ne s'arrête pas nécessairement à l'étape où intervient l'archiviste. Alors, dans le cadre de cette communication, j'explorerai ainsi la reconstruction ou la reconstitution d'archives à partir de 3 exemples de projets de diffusion d'archives de Gabriel Leroy. Une exposition, la publication d'un album souvenir, puis celui de la mise en ligne à travers ce projet d'édition électronique et de communauté virtuelle, Hyperroi, qui a été mentionné dans la présentation. Si les 2 premiers exemples seront évoqués très brièvement, celui de la mise en ligne des manuscrits littéraires et autres documents d'archives dans le cadre du projet Hyperroi,
qui vise à, plus ou moins long terme, à rendre disponible sur le web l'ensemble des documents, manuscrits, inédits, avant-textes, articles de journaux, photos, etc., liés à l'œuvre de la romancière, sera au cœur de la présentation. Et les 3 projets, vous l'aurez déjà compris, visent explicitement à établir des ponts entre, justement, les archives, les lieux de conservation, l'université et le grand public. Mais d'abord, je vais décrire brièvement le fonds Gabriel Roy pour ceux et celles qui seraient plus ou moins familiers avec celui-ci. La plus grande partie des archives de Roy est conservée à Bibliothèque et Archives Canada dans ce qu'on appelle le fonds Gabriel Roy, qui contient 20 mètres de documents textuels et d'autres types de documents. Donc, on est loin des 100 mètres de documents de Marius Barbeau, évoqués ce matin, mais tout de même, ça représente un nombre considérable de boîtes et de chemises. C'est Gabrielle Roy elle-même qui a réuni, je le rappelle, au début des années 80, ses manuscrits littéraires et les autres documents d'archives personnelles, incluant des déclarations de revenus et d'autres documents légaux qu'elle souhaitait voir conservés. Comme il est précisé sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, je cite le site, oui. Les fonds Gabriel Roy et Marcel Carbotte contiennent des informations biographiques sur Gabriel Roy, sa correspondance d'affaires et ses lettres personnelles, et une collection de plus de 2000 cartes postales. Il contient aussi des manuscrits, des jeux d'épreuves de ses œuvres publiées et inédites, des certificats et d'autres documents liés à son décès, des documents sur sa famille, des photos, en fait plus de 2000 photos, des diapositives et des négatifs, et aussi des documents audiovisuels. Et d'autres documents sont conservés dans des collections privées. Par exemple, François Ricard, qui a été son secrétaire personnel dans les années 70 et au début des années 80, possède dans sa collection privée tout un jeu de manuscrits de dactylogrammes de la détresse et l'enchantement. Alors, le premier cas que je vais évoquer avec vous, c'est celui de l'exposition du centenaire qui a eu lieu en 2009. En 2009, donc, à l'occasion de ce centenaire, l'archiviste Monet Costigui organisait une telle exposition à Bibliothèque et Archives Canada. Le centenaire de la romancière a d'ailleurs suscité un engouement énorme cette année-là. Il y a eu de nombreuses conférences destinées au grand public qui ont été organisées dans les bibliothèques municipales et par des organismes culturels. Des colloques ont eu lieu un peu partout au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Des chercheurs ont été invités à de très nombreuses émissions de télévision et de radio. Alors, comme vous pouvez le deviner, les membres de notre équipe de recherche ont été passablement occupés. L'exposition de Bibliothèque et Archives Canada, qui s'est déroulée dans le hall d'exposition principal de l'édifice de la rue Wellington pendant 6 mois, a présenté un total de 140 pièces d'archives, des manuscrits, des objets, des photos, entre autres, contenus dans le fameux fonds Gabriel Roy et aussi dans le fonds Roy-Carbotte. Marcel Carbotte était le mari de Gabriel Roy et il a, à son tour, juste avant son décès, organisé les quelques documents d'archives qu'il avait gardés en sa possession. Par les choix qu'elle a effectués, Monet Costigui a évidemment offert au public une des interprétations possibles de l'œuvre de Gabriel Roy. Une interprétation très proche de l'horizon d'attente du lectorat grand public, orientée vers le biographique et vers la représentation de la romancière, non pas comme une écrivaine québécoise, mais bien comme une écrivaine canadienne d'origine franco-manitobaine. Une attention particulière a été accordée au texte à teneur intimiste, fortement ancré dans le Saint Boniface de l'enfance de l'auteur, aux photos familiales et à d'autres documents iconographiques représentant le Manitoba, aux manuscrits et aux lettres personnelles qui témoignaient pour la plupart de la venue à l'écriture de l'auteur de Bonheur d'occasion, ou encore des voyages effectués par Roy dans l'Ouest canadien au début des années 40 pour le compte des revues Le Canada et le Bulletin des agriculteurs. On trouvait également dans cette exposition des coupures de journaux qui témoignaient de la réception immédiate de Bonheur d'occasion, son plus grand succès, et aussi des coupures de journaux qui témoignaient de la réception de la traduction de Bonheur d'occasion, de Tin Flew, qui, je vous le rappelle, a connu beaucoup de succès au Canada anglais, mais a aussi remporté la mention Book of the Month de la Literary Guild of America, qui lui a fait vendre 750 000 copies aux États-Unis. La reconstruction ainsi proposée de l'œuvre et de la vie de Gabriel Roy dans le cadre de cette exposition allait tout à fait dans le sens de la mission que se donne Bibliothèque et Archives Canada, qui précisait d'ailleurs sur son site web en 2009
que la dite exposition s'inscrivait dans le mandat de l'institution, qui est, je cite, « de préserver le patrimoine documentaire du pays pour les générations présentes et futures et d'être une source de savoir permanent, accessible à tous, qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada ». Les cartons explicatifs qui accompagnaient les différents objets d'archives étaient évidemment rédigés dans les 2 langues officielles du Canada, mettant ainsi l'emphase sur l'importance de l'œuvre de Gabriel Leroy au Canada anglais. Il faut savoir, au plan anecdotique, que certains qui ont lu Gabriel Leroy à l'école en traduction anglaise croyaient que Gabriel Leroy était une écrivaine anglophone. Alors, on voulait rappeler l'importance donc de Gabriel Leroy pour l'ensemble du Canada, d'un océan à l'autre. Maintenant, l'album Gabriel Leroy, et là je sors ici, je peux le faire circuler pour curiosité. Alors, une autre manière de convoquer les archives dans la reconstitution de la vie de l'œuvre d'un écrivain est la création d'un album souvenir. En 2014, les éditions du Boréal ont mandaté François Ricard, celui donc qui a été son secrétaire pendant plusieurs années, qui est membre du Fonds Gabriel Leroy qui gère la succession littéraire de la romancière, de concevoir un tel album. Le lectorat pressenti était sensiblement le même que le public qui avait été ciblé pour l'exposition à Bibliothèque et Archives Canada que j'ai évoqué. Donc un lectorat grand public, intéressé par la vie d'abord, puis par l'œuvre de Gabriel Leroy. Toutefois, il n'y avait aucune visée politique ou institutionnelle qui ont été évacuées au profit d'une finalité strictement promotionnelle. Et cet album venait d'ailleurs tout juste après la publication par la même maison d'édition de la collection luxueuse Édition du Centenaire, qui, en 12 volumes, propose une édition définitive des textes canoniques de Gabriel Leroy. Donc, on peut voir qu'il y a une visée commerciale et non plus une visée institutionnelle. Le projet est présenté sur son bandeau, comme misant d'abord et avant tout sur l'image pour faire la promotion de la romancière et de ses accomplissements. Cet album Gabriel Leroy, tout en couleurs, peut-on lire, rassemble une magnifique collection de photos et de documents iconographiques, dont de nombreux inédits, qui rappellent les principales étapes de la carrière, encore une fois, de l'auteur de Bonheur d'occasion. On insiste encore une fois. De même, une telle entreprise reconnaît, comme le faisait implicitement l'exposition de Bibliothèque et Archives Canada dans la manière dont l'archiviste avait choisi de représenter l'auteur, l'importance de Gabriel Leroy auprès du lectorat grand public et n'insiste pas sur l'engouement suscité auprès de la communauté universitaire. Ça, c'est un autre exemple de ce qu'on retrouve dans l'album, qui est The Jarvis Murder Case, le premier texte publié de Gabriel Leroy dans le Winnipeg Free Press dans les années 30. Venons-en enfin donc à Hyperroi. Si les 2 premiers projets cités étaient centrés sur le lectorat grand public, Hyperroi, dès son élaboration, a voulu trouver une manière de réunir dans un même lieu les chercheurs très nombreux à s'être intéressés à l'œuvre royenne au cours des dernières décennies, et de plus en plus de chercheurs d'ailleurs d'universités étrangères, et les lecteurs, toujours curieux d'en apprendre davantage sur la vie de cette écrivaine dont l'œuvre représente une part importante du patrimoine littéraire et culturel canadien et québécois. Le projet, entièrement consacré à la diffusion du savoir sur Gabriel Leroy et au dialogue entre chercheurs et lecteurs autour de l'œuvre de la romancière, allait ainsi reposer sur la formation et l'animation d'une communauté virtuelle. A cyberspace supported by computer-based information technology, pour citer Len Fanciu, centered upon communication and interaction of participants to generate member-driven contents, resulting in a relationship being built up. Alors, fin de la citation. Le site Hyperroi, dans son état actuel, mise à la fois sur la présentation de l'œuvre, des résultats concrets de la recherche, de documents biographiques et de références bibliographiques pour remplir son mandat initial. Il propose aussi une édition savante, je vais vous montrer différentes captures d'écran dans un moment. Il propose aussi une édition savante de certains manuscrits et inédits, donc le temps qui m'a manqué, un texte autobiographique d'une centaine de pages, qui est centré sur la mort de la mère de Gabriel Leroy en 1943 et sur le voyage de Gabriel Leroy vers Saint-Boniface pour assister aux funérailles. La détresse et l'enchantement, l'autobiographie publiée à titre posthume en 1984. Donc pour ces 2 textes, on possède de multiples états, si on veut, du manuscrit et quelques états dactylographiés qui sont présentés en édition critique.
et à venir au courant des prochains mois, les 3 nouvelles esquimaudes qui précèdent le roman La rivière sans repos, paru en 1970, pour lesquelles ont été retrouvés des dizaines d'états manuscrits et tapuscrits. Hyperroi comporte aussi un espace de publication savante, une bibliographie de la critique royenne, plus de 600 fiches bibliographiques qui sont accompagnées d'un résumé analytique, un index de la correspondance, et offrira éventuellement un espace de discussion qui pourra réunir les chercheurs et les lecteurs hors du circuit universitaire. Alors, ici, je vous donne un exemple de ces fiches bibliographiques, donc il y en a plus de 600. Notre relevé s'arrête vers la fin de 2012, mais on compte bien se remettre à la chasse aux articles sur Gabriel Leroy. On a aussi un index, donc, comme je le disais, de la correspondance. Alors, on a recensé l'ensemble des destinataires de Gabriel Leroy, et pour chacune des lettres, on a créé une fiche synthèse qui indique la date de rédaction de la lettre, qui indique la langue dans laquelle cette lettre est rédigée, si elle est différente du français, le nombre de pages, le lieu de conservation, le lieu de publication s'il y a lieu, et nous avons récemment ajouté le texte en format PDF. Donc, les chercheurs n'ont plus besoin de fréquenter les voûtes de la Bibliothèque nationale, mais peuvent directement trouver ces matériaux textuels sur le site. Ça, c'est ce à quoi ressemble un peu l'édition du temps qui m'a manqué. Vous irez consulter le site. L'objectif n'est pas de vous le présenter au complet. Maintenant, pour la détresse et l'enchantement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir présenter plusieurs états du texte simultanément à l'écran pour permettre, évidemment, une analyse, pour permettre de comparer les différents états et de procéder à une analyse génétique. Et évidemment, avec toujours la possibilité de consulter les manuscrits en format image. Par ailleurs, le partage des connaissances inauguré par le site Hyperroi concerne non seulement l'objet d'étude, l'œuvre de Roy, mais aussi la façon de concevoir l'architecture technique de l'espace virtuel qui réunit les chercheurs. Le tout étant construit, comme tous les autres sites conçus par le NT2, avec Drupal, une plateforme open source. Ce choix permet à la fois de garantir l'accès libre à ce qui appartient à l'héritage culturel et littéraire, les manuscrits et les archives dans le cas qui nous intéresse ici, et aux résultats de la recherche, et de partager l'architecture du site qui pourrait servir de structure à d'éventuels projets semblables qui exploiteraient les archives d'autres écrivains. Le site est ainsi conçu comme un espace dynamique, capable d'illustrer les changements qui caractérisent la perception de l'œuvre de Gabriel Leroy au fur et à mesure que progresse le discours critique et qu'apparaissent de nouvelles approches des textes. La reconstruction de l'objet, pour reprendre encore le terme employé dans le titre de ma présentation, est constamment renouvelée par l'ajout de renseignements, par l'apparition sur le site d'un inédit, par la publication d'un article savant, qui viennent modifier la perception, justement, qu'on a de l'œuvre, et aussi par la possibilité, évidemment, de publier des résultats de la recherche qui ne sont pas nécessairement achevés. Ce qui est intéressant parmi les retombées directes qu'on a observées au cours des dernières années, c'est que le public participe de plus en plus à nourrir le site Hyperroi. Par exemple, on a récupéré ainsi des lettres personnelles de Gabriel Leroy que des gens ont retrouvées dans leur sous-sol. Ou encore, on a participé ou on a aidé des jeunes étudiants de secondaire 2, 3, 4 qui nous écrivaient pour avoir des renseignements pour des recherches, pour effectuer des recherches sur Gabriel Leroy à la réalisation de leur projet. Si la diffusion de documents d'archives littéraires sur support numérique, dans le cas qui nous intéresse, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la diffusion de documents d'archives littéraires sur support numérique mène donc, comme on le constate, à penser l'archive autrement. Si la diffusion des archives, pour reprendre l'explication de Charbonneau, est l'action de faire connaître, de mettre en valeur, de transmettre ou de rendre accessible une ou des informations contenues dans des documents d'archives à des utilisateurs, personnes ou organismes connus ou potentiels, pour répondre à leurs besoins spécifiques, ces vestiges d'un passé relativement figé acquièrent en effet par leur reprise dans l'environnement numérique un caractère dynamique. Elles ne font plus dès lors un ensemble de documents qui est fermé sur lui-même, mais bien un nœud parmi d'autres dans cette vaste archive que représente le web. La diffusion d'archives littéraires, pour conclure, dans un espace communautaire comme Hyperroi, comme on l'a vu, implique évidemment donc une reconstruction de ce qui est contenu dans ces archives, ou du moins de la manière dont les dites archives ont été classées par le personnel de l'institution qui en a fait l'acquisition. Et ça mène, en somme, à une nouvelle perception, à une nouvelle compréhension de l'objet.
Cela étant dit, je veux quand même conclure en ouvrant à quelques éléments de réflexion qui montrent bien les défis de l'archivage de textes littéraires sur le web. Donc, le premier, c'est qu'il y a une tension, observée notamment au sein de l'équipe même qui réalise le projet Hyperoi. Et là, je ne parle pas de Robin ou de Daniel, mais je parle vraiment des autres collègues qui sont impliqués dans nos discussions, entre la volonté d'anticiper tous les besoins des chercheurs et donc de proposer un contenu le plus exhaustif possible. On en a parlé avec Fugazi, on en a parlé avec Spoken Web. Car les chercheurs et les lecteurs voudront avoir accès peut-être à l'ensemble des pièces, souhaiteront les télécharger, se les réapproprier à leur tour, d'un côté, et de l'autre, les droits d'auteur, oui, les fameux droits d'auteur, et aussi un sujet peut-être un peu plus épineux, car cela ne repose pas sur des règlements légaux. Les dernières volontés de l'écrivain, la mémoire littéraire de l'écrivain et la gestion de celle-ci par les ayants droit, souvent un peu frileux à l'idée que l'ensemble de l'œuvre et les archives se retrouvent en ligne en accès libre. La question de la fragilité des supports et des applications qui permettent la consultation des archives en ligne est aussi importante. Car si on a l'impression que la conservation des archives dans un lieu unique, plus ou moins accessible au grand public, restreint l'accessibilité au patrimoine, leur diffusion sur le web ne garantit pas leur conservation à long terme. On est donc, somme toute, avec la mise en ligne des archives dans une logique d'accès, mais peut-être pas dans une logique de pérennité. Et enfin, en reconstruisant les archives d'écrivains en ligne, même en proposant, comme c'est le cas sur Hyperoi, des éditions critiques des différents états de texte contenus dans les dossiers génétiques, on propose une archive qui insiste davantage sur l'image, sur l'aspect visuel, que sur les mots. Or, le manuscrit, part importante de ce qui est reconduit sur la plateforme de diffusion web, repose justement sur un travail minutieux sur les mots. En témoignent les ratures, les ajouts marginaux en surcharge, les nombreuses corrections, etc. Leur mise en ligne par des outils de visualisation toujours de plus en plus performants qui permettent une mise en valeur de la dimension visuelle de l'objet, compromet-elle cette qualité pourtant fondamentale du manuscrit qui est de porter les traces d'un travail en devenir, d'une lutte parfois de l'écrivain avec les mots. Merci beaucoup.